que de monde! Vous êtes ici chez moi? C'est aussi chez vous. Alors, qui suis-je? J'ai 100 ans et plus. Je suis l'âme du stade Vélodrome. Et j'en ai vu des choses. Je vais tout vous raconter. En fait, je suis né dans l'esprit visionnaire de quelques bonhommes juste avant la Première Guerre mondiale. Mais cela, je vous en dirai plus au fil de mon histoire un peu plus tard. Le jeu de football rugby était déjà pratiqué avant-guerre par de jeunes garçons intrépides et de bonne famille du village, avec Gaston Ladubin à l'initiative. Cette équipe jouait dans la plaine sur un champ amélioré, au Couloumé. Et puis, l'Union sportive damazanaise, créée officiellement en 1920, a déménagé au Bête-Bèze. Peut-être pour se mettre à l'abri des inondations. À cette époque, le cyclisme sur piste était très apprécié. Alors, avec l'appui du maire, le docteur Baquet, un groupe d'amateurs, tous industriels locaux ou négociants, décide en cette même année 1920 la création, autour du terrain, d'une piste cyclable de 400 mètres, en terre battue. Les travaux ont démarré tout début de l'année suivante. Avec pelle, pioche, brouette et huile de coude, un sacré chantier. L'inauguration a eu lieu le 20 août 1922. Le stade Vélodrome venait de naître. Enfin, surtout le Vélodrome, car comme une belle au bois dormant, le rugby s'est endormi et puis effacé au début des années 40. Si les premières courses réunissent tous les champions locaux ou régionaux les 2 premières années, j'ai vu venir très vite des champions nationaux et internationaux. D'abord, Georges Serres, le champion du monde, est présent le 20 septembre 1925. Il marque l'ascension voulue des organisateurs. Ensuite, le jeune prodige Lucien Michard, Rohrbach et Moeskop, tenant du titre mondial, roulent sur la terre battue du Bête-Bèze en 1926. Gabriel Poulain, l'illustre vétéran, en 1927, avec ensuite une guirlande de champions, André Leduc, le Bayonnais Roger Lapéby, Antonin Magne. Moi, le Vélodrome de Damazan, j'étais connu de tous les amateurs de cyclisme et j'étais à chaque réunion cycliste un rendez-vous incontournable. J'avais mes admirateurs dans la presse. Les aficionados qui ne tarissaient pas d'éloges dans leurs articles, Robert Raval-Lagenet qui appelait Damazan la terre des miracles, et Jean Boudeille, le commentateur toulousain. L'Union cycliste damazanaise du docteur Baquet, d'Arthur Consol et de mon fameux Ladubin, est alors au firmament. Écoutez donc Jean Boudeille en 1933. Si l'on organisait un référendum dans le but de désigner la plus petite cité sportive de France, nul doute que Damazan n'obtint un premier prix. Damazan, me direz-vous. Qu'est-ce donc Damazan? Vous serez excusable, car cette bourgade, située aux confins du Lot-et-Garonne, compte tout juste 1 millier d'habitants. Sa particularité est de posséder une piste cycliste, au virage bien relevé et au sol excellent, où l'élite mondiale des sprinters et des routiers se donne rendez-vous chaque année. Les programmes, judicieusement établis, ne comprennent que des vedettes. La même réunion ne rassemblait-elle pas au mois de septembre dernier les noms de Michard, Skerens, Faucheux, Gérardin, Charles Pélissier, Dipaco, Ars et Blanchonnet, sans compter ceux des meilleurs régionaux bordelais. Y a-t-il pas de quoi rester rêveur à l'énoncé d'un tel programme? Et n'est-ce pas là un véritable tour de force accompli par les organisateurs? Peut-être croyez-vous que ceux-ci, soucieux de leurs intérêts, agissent ainsi pour satisfaire amplement leur fidèle public. Détrompez-vous. Si leurs débuts furent modestes et parfois difficiles, ne travaillèrent-ils pas eux-mêmes à la réfection de la piste? Ils ont aujourd'hui la satisfaction de voir se presser autour des barrières de leur vélodrome une foule de plus en plus dense et enthousiaste. Il est en effet de tradition dans le Lot-et-Garonne de réserver chaque année une journée à Damazan.
Et c'est un spectacle à la fois curieux et pittoresque que celui de cette petite ville, si calme d'ordinaire, transformée quelques heures par an en un véritable garage, où voisinent les voitures venues de tous les coins du département. Les coureurs, accueillis à bras ouverts par les habitants qu'ils hébergent et les dorlotent, ne manquent pas d'user d'une aussi large hospitalité. Ils oublient pour quelques jours, dans un site enchanteur et reposant, les fatigues et les préoccupations de leur rude métier. Aussi ne quittent-ils Damazan qu'à regret, promettant et sollicitant parfois leur concours pour les réunions à venir. Je devine ce que vous murmurez, sportifs toulousains férus de cyclisme qui me lisez, et dire que Toulouse ne possède pas encore son vélodrome. Patientez, vous serez d'ici peu satisfait, car vous posséderez aussi votre vélodrome municipal. Jusqu'à 5000 spectateurs se pressaient le long de la main courante pour mes courses cyclistes. L'américaine était le clou du spectacle. Les organisateurs en ont profité pour organiser toutes sortes de spectacles. Du basket, des courses landaises, des matchs de boxe et du catch. On a même vu un athlète de la course à pied, Jules Ladoumègue, se mesurer à un cheval attelé. Ma foi, je ne me rappelle pas lequel des deux a gagné. Ah, j'allais oublier d'évoquer Lucien Michard, le sprinter, le grand champion adopté par la foule, le chouchou de Damazan. Le stade Vélodrome, tout de suite, ce qui vient à l'esprit, c'est Lucien Michard. Lucien Michard, il a été champion olympique en 1924 à Paris. Ensuite, il est passé professionnel et il a été 4 fois champion du monde de vitesse sur piste. La 5e fois, il s'est fait voler la victoire par un juge à l'arrivée qui s'était trompé. Et à partir de là, il arrête le cyclisme de haut niveau. Il ne fait plus que des critériums intéressants, hein, mais il va faire des critériums un peu partout en France et en Europe. Et à l'occasion de ces critériums, eh bien, il vient à Damazan. Et à Damazan, il y a 2 choses qui lui plaisent, des amis et la chasse à la palombe. Tout ça l'amène à se fixer à Damazan et à acheter le château de Bouette. D'abord, il est locataire, et puis propriétaire, et puis sa femme, elle a une mercerie, place de la mairie. Il va apporter son carnet d'adresse. Et à une époque où les coureurs cyclistes coûtaient moins cher que maintenant, il arrive à faire venir des grands champions. On ne sait pas exactement comment il s'y prenait, l'histoire ne le raconte pas. Toujours est-il que c'est Michard qui fait venir des champions, Coppi, Bobet, Anquetil. La guerre, la folie est venue abattre toute cette effervescence. Les herbes poussent sur la piste. Je suis laissé à l'abandon, puis tout va s'arrêter. Tout, c'en est fini pour moi. Pas si sûr. La guerre finie, on ne s'est pas occupé de moi tout de suite. Les esprits étaient ailleurs. Il aura fallu toute la persuasion de Maurice Lamarque et le travail de son équipe pour remettre en route les spectacles sur la piste. En 1949, je vais donc reprendre du service d'une manière remarquable. Les membres de l'Union damazanaise vont faire feu de tout bois. Je les appelais le gang des bérets. Toujours les bérets vissés sur la tête, sauf pour les courses, où ils sortaient les chapeaux. En effet, bien plus chic sous le soleil. Les messieurs Bonis, Barrère, Console, Carrère, Gourd, Marron, Morin, Perciot et j'en oublie, avec André Lamarque en pilote.
et aussi grâce à Lucien Michard, surtout à la reprise. C'était de nouveau la fête, avec de fameux champions qui, sur l'anneau en terre, fréquentaient nos meilleurs régionaux. La montée en puissance des programmes a été fulgurante. D'abord, Frosio, l'Italien champion du monde, affronte le fils Cérès en 1950. Louison Bobet avec l'Australien Patterson en 1951. Il campionissimo Fausto Coppi en 1952 avec entre autres Oscar Platner et Bernard Gauthier. Puis le champion du monde anglais Harris en 1953. Mais je me souviens aussi parfaitement de Dédé Lesca de Saint-Trague, qui se fracture la clavicule ici le 21 juin 1951, avant de devenir champion de France des indépendants l'année suivante. La foule se presse de nouveau chez moi, c'est la cohue. Damazan prend des allures de capitale du cyclisme pour quelques jours. Vous vous doutez bien que pour faire tourner ces réunions cyclistes, il fallait une organisation parfaitement huilée. Et à quelques jours des courses, c'était le ramdam pour les villageois. Le stress montait. Écoutez donc le comité à l'œuvre pour le dernier briefing avant le 2 juin 1952. Bon, messieurs, soir, nous allons faire le point sur l'organisation de la réunion cycliste du lundi de Pentecôte. Moi, je voulais dire que je me suis retrouvé tout seul pour distribuer les affichettes. Tu avais dit que Célestin devait m'aider et il est allé aider Clément. Enfin, Albert, on n'est pas dans la cour de l'école. Bien, on récapitule d'abord. Pour les caissiers, je vous fais passer la liste. J'ai noté ce que l'on avait dit à la dernière réunion. Alors, Morin, Cabaret, Vaïs, Martin et Le Sage. Eh oui, c'est les mêmes que l'année dernière. Messieurs les caissiers! Bon, Albert, tu ne vas pas rajouter ton grain de sel à tout moment. Les portiers maintenant. La Sartigue, tu feras équipe avec Gourgue pour le quartier des coureurs. Louis Lamarque et Laporte à la première tribune. Coursan et Beaupuis, non. Las Filles, les gradins. Fillol et Monclin, les pelouses. Alcide, les vestiaires. Et moi, je fais quoi? Je vais ramasser les papiers par terre? De toute façon, c'est toujours comme ça. Moi, je suis qu'un pauvre petit ouvrier agricole et je dois toujours faire ce que les autres ne veulent pas faire. Albert, ça suffit. Arrête de te plaindre. J'ai pas fini de présenter l'organisation. Mais ferme-la, Albert. L'année dernière, t'as pas été fichu de surveiller le garage à vélo. Il y a un mec qui a failli partir avec le vélo d'un coureur. Oh, ça va, je le connaissais, le gars. Il m'avait dit qu'il voulait juste l'essayer. Il m'avait pas dit qu'il voulait le voler. Bon, messieurs, revenons à nos moutons. Non, Albert, il n'y a pas de moutons dans le vélodrome, c'est une expression. Ah, je me disais aussi... Bon, messieurs, Garbaille, Dupuy, Gilbert, Baudet, Barrault, Giscos, Labourbède, Landier, Gouragne, Gagan et Farbos, les commissaires, vous connaissez votre boulot. Vous regarderez le tableau pour vous placer. Ah oui, j'ai regardé le tableau de l'année dernière. C'est pas les mêmes policiers, hein. Mais Albert, qui te parle de policiers? Marcel veut dire les commissaires de la course, des arbitres si tu préfères. Toi, t'es vraiment allé à l'école que le jeudi et le dimanche, hein? Pour le reste, ce sont des postes très spécifiques. Tout bive, contrôle des primes, starter, cloche, contour, micro, etc. Vous n'êtes pas concernés. Je peux pas faire le starter avec le pistolet? Mais t'es malade. Tu es capable de tuer quelqu'un. Non, il vaut mieux laisser Fabre s'en occuper. L'équipe des cafetiers, Bardet, Casaris, vous vous occupez de tout. On a un peu augmenté les prix de l'année dernière. Sur le tableau, vous verrez aussi les prix des places. Et nous? On paye combien à la place? C'est pas possible d'être aussi bête. Tu vas pas payer ta place puisque tu seras pas assis. Allez, on continue. Les cartes d'invitation, tu t'en es occupé, Étienne? Oui, j'ai pris la liste de l'année dernière et j'ai rajouté Micha et Fontes. Fais voir. 2 docteurs, 12 gendarmes. Eh ben, ils sont nombreux, hein. Le directeur de l'usine de Buzet, Grange, indirect? Mais c'est qui indirect? C'est pas quelqu'un d'Amazon, ça. Je connais tout le monde. Enfin, tous ceux qui vont au café. Peut-être qu'indirect, il y va pas au café. Indirect, c'est pas quelqu'un.
c'est pour dire qu'on a invité 2 personnes des impôts, le receveur et son épouse. Quoi? Des gens des impôts? Mais je les connais pas non plus. J'y vais jamais aux impôts. Et d'abord, qu'est-ce qu'on fait aux impôts, hein? Et pourquoi on y va aux impôts d'abord? Donc, je Et pense... t'as pas invité le receveur de la poste? Albert, ça suffit. Bon, Marcel, voilà la liste. Par contre, cette Et année... monsieur le curé, il vient pas non plus? Albert, stop! Albert, tu viens, on va souper. Dis-moi, Marcel, il t'a pas trop embêté, le petit? Parce que je sais qu'il est un peu couillon. Non, mais c'est bien que tu le ramènes chez toi. Adichat, Albert. Et voilà. Maintenant, vous avez l'organisation de la course. Des questions? Non? Bien bon, messieurs, je vous dis à lundi. Je passe très vite sur le stop car. Je sais que tout le monde en parle encore, sans l'avoir vu d'ailleurs, et patati et patata. Franchement, ce n'était pas mon trait plus au raffut. Mais en 1959, par contre, la piste sera refaite. En dur cette fois. Fini la terre compactée avec son entretien démesuré, laissant présager un avenir radieux et garanti aux organisateurs. 1959 sera aussi et surtout le point culminant des réunions cyclistes. L'apothéose. Le 16 août, avec l'affiche prestigieuse qui va marquer les esprits et les annales, avec une sacrée américaine de 130 tours. Bahamontes, Rivière, Bobé, Copie, Gemignani, Vermelin d'Arrigade, et la foule compacte et passionnée, inoubliable, c'était la gloire. Et tout autour, tous ces champs envahissent les voitures. 6000 personnes ici. Ça veut dire que tout Damazan et les environs, tout le monde était là. Et on avait un enthousiasme qu'on ne peut pas imaginer par la disponibilité des coureurs. On était au milieu des coureurs. Et une foule qui venait à Damazan, qui faisait vivre Damazan. C'était, on n'imagine pas comment c'est maintenant. Ensuite, les 3 années qui ont suivi laissaient entrevoir une fréquentation en baisse, peut-être lassée, malgré la présence flamboyante d'un Petit jusqu'en 1962. Mais le monde changeait vite, trop vite. Le cyclisme professionnel aussi. Le format de mes courses ne correspondait plus aux exigences et aux agendas des cadeaux. Alors, on a cessé d'en organiser pour un temps. J'étais touché, oui, mais pas coulé. Les jeunes cabochards du village, qui venaient en grappe jouer au ballon, si souvent les après-midi de printemps, avaient déjà décidé de ne plus rester des spectateurs, avec au pied le ballon rond. Avec le foot, c'est la jeunesse qui définitivement s'implante dans mon jardin. Cela dure encore aujourd'hui, depuis plus de 70 ans. D'ailleurs, je désespère toujours les mois de juillet de ne plus les recevoir. Toujours intenables et obstinés, ces jeunes.
Depuis des années, je les voyais cavaler après un ballon sur le terrain au centre de la piste. En 1953, ils ont voulu un club de football, ils l'ont eu. Le jeune André Lamarque et son pote Bruno Zerio étaient les émissaires de la revendication. Le SUD Football va voter ses statuts en juillet 1953. Et qui vote? Bingo! Le gang des bérets ou des chapeaux. Vélo, foot, c'est tout pareil, pourvu que le village vive et la jeunesse s'en canaille. Donc, pour ce premier bureau, Maurice Lamarque, Paul Garbaille, Louis Baudis, Jean Morin et Pierre Carrère se collent à la tâche. Les parents furent contraints, dans la précipitation, de signer les autorisations de pratique sportive aux mineurs en vue des matchs déjà programmés. Les Trezeguet, Baldé, Espagne, Dupouille, Boucher, Sartor, Robaldo, Curas, Cantillac, Médicis, Zerio, Lamarque, et j'en oublie tellement. Ce sont les drôles qui joueront ce premier match senior officiel et amical. Le football, c'est rock'n'roll. Le club va se structurer très vite en catégorie senior et pérenniser sa formation des jeunes au tout début des années 60. Le nombre de locaux que j'ai vu passer sur le terrain en tant que joueur de tous âges ou de dirigeant est impressionnant. Il y avait les rugueux tacleurs, les artistes du dribble, les dirigeants acharnés, les passionnés, les permanents. Moi, j'aime bien les passionnés. Je ne les compte plus depuis bien longtemps, les séances d'entraînement ou de match organisées ici chez moi. Impossible. Vous connaissez la recette de longévité du football? Son credo, je vous le donne, jeunesse et intégration. Mais le mieux, c'est encore de les écouter. La création du foot m'a été racontée en fait tout à fait accessoirement par Monsieur Morin qui faisait partie des créateurs. André Lamarque qui voulait jouer au football, le vélo ça l'intéressait pas et il voulait qu'avec ses copains jouer au foot. Et donc son père qui était le créateur et l'animateur du vélo, il lui a dit on va te créer un club de foot. Monsieur Morin me sort la photo du premier match de football de Damazan qu'il avait dans son portefeuille et qui me sort ce jour-là. Et donc il y avait écrit derrière, premier match 1953, Fort Sainte-Marie 5, Damazan 1. Il y avait beaucoup de petits jeunes qui jouaient dans cette première équipe et donc ils étaient loin d'être opérationnels, mais ça viendra après. La véritable équipe senior était là. Toutes les générations de jeunes qui sont damazanais sont passés par le football. J'ai en mémoire des gens plus âgés que moi, des gens plus jeunes évidemment. Ils sont tous passés par le football. Pas très intégrés ou difficilement intégrés par le football, devenaient finalement des citoyens du pays, et l'école de foot devenait un petit peu l'annexe de l'école municipale de Damazan. Voilà, j'arrive à Damazan en 1966 comme immigré, ramasseur de fruits et légumes. Quand on m'a donné le maillot, je dis tiens, c'est la couleur de mon Andalousie, de bande blanche et verte. Blanc, c'est le blanc du sel, et le vert, c'est le champ. Alors, depuis 1966 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 60 ans que je viens voir ce stade vélodrome de Damazan. Voilà, il y a des filles qui sont arrivées au niveau du club. Après, nous avons accueilli aussi des enfants de l'IMP de Casala, parce que ce sont des enfants comme les autres. Ils avaient besoin aussi de se défouler et de jouer au foot. Donc tout le monde venait. Il y en avait aussi qui regardaient le mercredi comment on faisait. Et petit à petit, ils venaient nous rejoindre sur le terrain et faire partie des petits joueurs. Nous avons eu même des filles qui ont été sélectionnées au niveau régional.
et qui sont partis au championnat de France féminine à Vichy. Après, j'ai été la première présidente qui est arrivée au sein du club. J'étais une des premières présidentes sur le district et on était 2 présidentes sur l'Aquitaine. Certaines figures ont émergé par leur engagement. Ils ont vraiment marqué cette époque. Je pense d'abord à Louis Lesage, le secrétaire emblématique, à Jean-Claude Zinesi, l'inlassable serviteur du club, à Jacques Gilardi, le joueur puis le technicien chez les jeunes. Et tout comme au Bayern de Munich, ce qui va devenir, c'est la figure du joueur-entraîneur multifonction issu du club. Alain Ortolan en sera le premier représentant, mais pas le dernier. Les mains toujours dans le cambouis, les gars. Et après la création du club, finalement, l'important, c'est l'arrivée de Lesage qui va structurer un peu à la fois l'école de foot et les seniors. Et donc Lesage, il était secrétaire, mais il faisait tout dans le club, et donc lui est une extrême importance. Sur le plan technique, il y a eu Baldasini qui est arrivé et qui s'est occupé des seniors essentiellement, lui, mais et qui a donné vraiment le caractère technique à l'équipe. Et puis moi, au niveau des jeunes, c'est Soguet qui venait de Gironde, qui a été un éducateur très important, je crois, un des premiers éducateurs de jeunes dans le club. Pour la suite, je me souviens de Jean-Pierre Azilesi, qui a pas mal œuvré aussi dans le milieu du foot. Je me souviens de Jacques Gilardi, au sein du club, qui était assidu, qui était fidèle, qui était souvent là. Rappelé de Monsieur Lesage, qui était le rendez-vous de tous les jeunes. Il y avait énormément de vélos, venait récupérer les ballons, et chaque fois en fin de saison, il récupérait les crampons et il retapait les crampons parce que les crampons faisaient plusieurs générations et c'était quelqu'un qui était fabuleux, quoi. Bon, que des bons souvenirs de Monsieur Lesage. Ensuite, moi, mes premiers souvenirs avec la balle au pied, c'est avec le père Trincard, les entraînements le mercredi après-midi, tous les mercredis après-midi, les matchs le samedi, l'équipe de jeunes. Je venais entraîner les enfants et on allait pour l'entraînement. Nous, c'était pas un entraînement, j'avais pas de diplôme à l'époque, hein. J'étais bleu. Les gosses arrivaient, on s'habillait, on prenait un ballon sous le bras, on courait jusqu'à Casala en passant dans les champs. Vous auriez vu ce spectacle, chapeau, hein. On arrivait là-bas, on faisait un match avec la Casala, et on redescendait le soir, on se prenait la douche, on rentrait à la maison, tout le monde était content. Faire des goûters pour les gosses. Ma femme, il faut pas oublier les dames, et madame Guilardi, elle faisait la confiture. Moi, j'achetais le pain chez le boulanger de la Mazane, des gros pains. On faisait de ces tartines. Après l'entraînement, on leur donnait ça à mon pauvre. Ils se régalaient, les enfants. Ils étaient heureux. Ils s'en mettaient jusque-là. Je leur disais, vous aimez la confiture? Elle est bonne, la confiture. Ils étaient heureux. Magnifique. En tant qu'enfant, il nous tardait de finir l'école et de venir avec lui prendre énormément de plaisir et partager surtout non seulement des moments sportifs mais des liens qui sont et continuent encore indéfectibles, puisque non seulement on a des coéquipiers mais aussi des amis qui nous accompagnent toute une vie. Le 8 septembre 1963, se joue un banal match amical entre Aiguillon et Damazan. Les joueurs posent ensemble. Ils annoncent, sans le savoir, les fleurs qui pousseront 50 ans plus tard ici, dans leur jardin. J'y viendrai dans un petit moment. En attendant, allons voir du côté des cousins de l'Ovalie ce qu'il s'y passait. Le rugby, à vrai dire, je l'ai vécu, mais en 2 périodes très différentes. D'abord, celle des pionniers dans l'entre-deux-guerres, qui sera à la base du sport dans le village. Et son retour en plein milieu des années 70. Ce n'était pas vraiment des hippies. Vous vous rappelez des jeunes hommes qui jouaient dans la plaine au Cloumet
Eh bien, nombreux sont ceux qui ont participé à mon chantier en 1921. Et dans cette équipe, 3 mousquetaires déjà à l'initiative 10 ans plus tôt. Les 3 tout feu, tout flamme pour ce sport apporté par les étudiants girondins. Un jour, j'ai très bien entendu Gaston marchant le long de la palissade, côté Bagnoc. Il parlait de Marc, l'illustre Marc Giacardi, capitaine du stade bordelais Université Club, qu'il a rencontré dès 1910. Eh bien voilà cette confidence. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dimanche 6 février 1910, un match de gala de football-rugby va opposer la toute jeune équipe de Damazan Sport Club et la déjà célèbre équipe des cadets de Gascogne. Mais je vois Marc Giacardi avec son équipe du Bordeaux Université Club qui renforce l'escadron damazanais. Approchons-nous. Messieurs les 3 mousquetaires de Damazan, avant le coup d'envoi, je vous rappelle tout de même quelques règles. Comme vous le savez, notre sport est un sport de gentlemen. Mais si ça chacagne, faudra chacagner. Merci, capitaine. La chacagne, on connaît. Nous n'allons pas vous décevoir. Parfait. Donc, un petit rappel de base du règlement officiel. Il est interdit, sous aucun prétexte, de saisir ou de retenir un joueur qui n'est pas en possession du ballon. Il est interdit de donner volontairement des coups de pied ou de faire des crocs en jambes, d'arrêter un joueur en le saisissant par le cou. Toute infraction à ce règlement peut entraîner l'expulsion du joueur après un premier avertissement. Il est interdit de jouer avec des souliers à clous ou avec des plaques de fer. Et dans les mêlées, on pousse quand? Non, parce qu'on n'est pas là pour leur faire des cadeaux. Ils se foutent de nous, les types de Casteljaloux, là. Parce qu'on débute, et ils nous prennent pour des guignols, je crois. Tu ne réfléchis pas. Tu pousses à l'introduction du ballon, c'est tout. Il me tarde de pousser alors. Miridiou. Il faut un début à tout. Avec les gars du SBUC, nous sommes ici, sous vos couleurs, pour vous aider. Le projet d'équipe que porte Gaston, c'est du sérieux. Sinon, on ne serait pas ici à Damazan. Merci, Marc, pour votre aide. Le chant du Kouloumé, c'est du provisoire. Oh, réveille-toi, Gaston, t'es pas à jeun. Il est fou, l'allumant. C'est petit, Damazan. Trop petit pour un vrai terrain de jeu. Allez, il faut penser à notre match. Gaston a raison. Et pourquoi pas un vrai stade au village avec des gradins, le bain-douche et tout le reste. Le sport, c'est l'avenir. Je vous le dis, messieurs, c'est l'avenir. Tiens, en Grande-Bretagne, il existe une ligue de football de joueurs professionnels. Vous vous rendez compte, les garçons? Le jeu de rugby avec des professionnels? Oh, jamais. Gaston, je vous dis que nous sommes venus faire ce match de démonstration parce que c'est pile entre Toulouse et Bordeaux. Les terrains de sport vont pousser partout, partout. Même une piste de course de vélo serait bienvenue chez vous. Pile entre les 2 grandes villes. Les gens raffolent du spectacle des sprinteurs. C'est l'avenir. Ah bon? Rien que pour faire bisquer les agenais, ce serait bien, ouais. Un stade et un vélodrome, ici à Damazan. Si on gagne ce match, je vous promets qu'on viendra faire un match pour vous que j'organiserai contre Agen. Ça te va, Gaston? Mais il faudra faire un petit peu de réclame avant, tout de même. Pas comme cette fois.
Le match contre le SU Agen aura bien lieu un mois plus tard. Je suis donc né de l'inspiration de ces têtes dures, un dimanche de la belle époque. Le capitaine Giacardi décédera au champ d'honneur en 17, tandis que mon fameux Gaston Lalubin sera incorporé dans l'infanterie cycliste. Et oui, le vélo! C'est lui, Gaston, qui portera énergiquement le projet de vélodrome, et il tiendra à moi comme à la prunelle de ses yeux. L'USD Damazanaise Rugby est officialisé en 1920. Bon, je n'ose pas comparer ce club de l'époque avec les activités de ceux d'aujourd'hui. La vie était bien différente alors. Même engagé en championnat, il n'y avait pas beaucoup de matchs dans la saison. Mais l'équipe du village était bien épaulée et avec une passion vibrante. Les difficultés de la Seconde Guerre seront fatales à l'USD, comme à beaucoup d'autres. C'est en 1974 que des rugbymen vont se remanifester. Oh, une reprise plutôt laborieuse au tout départ, mais comme les nouveaux dirigeants avaient le feu sacré, ils ont vite recruté et confirmé cette équipe. Écoutons. Le rugby a commencé en 1974 à l'initiative de Michel Bendiche et Jackie Dulain. Et petit à petit, ça s'est mis en place. De bouche à oreille, certains sont venus, n'étaient pas licenciés, connaissaient le rugby aux alentours et sont venus jouer dans ça. Donc, avec quelques dirigeants, ces dirigeants étaient des artisans, des agriculteurs, des commerçants. Je pense à Louis Dufaux, je pense à Didier Rabbit, Herminio Gavassi, Monsieur Risolati, la famille Vielmont. Ce sont des gens qui ont beaucoup donné pour le rugby à 15 à Damazan. Il y avait une équipe de dirigeants qui tenait la route quand même, hein, parce que ils nous organisaient des repas, ils nous lavaient les maillots. Risolati, grâce à lui, on a pu aménager l'éclairage. Il nous avait fourni les poteaux, il a fourni aussi l'éclairage. On a amélioré le traçage du terrain, ainsi de suite. On a formé une équipe dont je faisais partie. Ça n'a pas été facile non plus. Je penserais, on a démarré bien sûr avec Jacques Dulain, Michel Bendiche, que je l'ai déjà cité, Jacques Thureau, Johnny Beteschi, Pierre Camaroc qui est venu, et alors les Buséquets, il y avait Michel Belloc, Miou Pallard, Jacques Delfaux, Dominique Polony, Dutron qu'on appelait Molle, et toute une équipe. Cet ensemble a donné une équipe de copains, conviviale. C'était Claude Borcy qui nous entraînait. Il nous entraînait, je pense, pendant 3 ans. Et Jovenette qui a pris la succession, qu'on appelait Soulier d'Or. Il y avait du monde devant, hein. Il y avait les Dulain, les Berthaud, Belloc. Votre maire actuel, Michel Serena. Avec moi, toute l'équipe que j'avais autour de moi, c'était tous des costauds, et ils avaient tous la gâchette facile. Ça ne plaisantait pas. Et d'ailleurs, moi, je ne comprenais pas parce que on ne touchait jamais. C'est vrai que j'étais vraiment très protégé par tous ces gaillards-là. Bendiche et Corbefin en seconde ligne. Bon, il fallait pas trop les chatouiller parce que c'était du costaud. La troisième ligne, bon, il y avait Pierre Camaroc, il y avait Alain Scotty, Pierre Beiss, il y avait bon, une bonne équipe de copains. Alors après, bon, c'était compliqué parce que on faisait un entraînement par semaine. On avait le fameux seau avec l'éponge là qui servait à tout le monde. On était guéris de suite, hein, après. Donc, on mangeait souvent chez Herminio Gabassi qui nous recevait, je vous dis pas comment, avec son épouse. Et donc, il est certain que quand on arrivait sur le terrain à 15 heures, eh bien, les premiers pas que l'on faisait, ils étaient vraiment lourds. Il y a eu des problèmes de joueurs et tout ça, et à la définitive, ça commençait à devenir dur. Et en même temps, il y a un club de bonheur qui s'est monté l'année d'après. Ça fait que tout ça a fait la fin du rugby à Damazan, quoi. Disons que c'est bien abusé, voilà. C'était une fin heureuse. La tentation ovale se déplacera donc. Quasi en même temps, je découvrais une pratique inconnue jusque-là.
arrivent des joueurs aux coutumes inconnues. Vêtus tout de blanc, en pantalon, parlant l'anglais, avec des matchs qui durent toute l'après-midi, des supporters très sages et le rite sacré de la collation avec thé et gâteau. Étrange, n'est-ce pas? J'avoue avoir été un brin perturbé au départ par le cricket. Et puis, le Damazan Cricket Club de Monsieur Rieudebat a su me conquérir. So British. C'est aussi cela, Damazan. Je me souviens qu'un dimanche d'été, je passais là, vers Casteljaloux, et je me suis tourné vers le terrain et j'ai vu une très belle pelouse bien coupée, bien verte, et je me suis dit qu'est-ce que ça serait joli de voir quelques pantalons blancs de cricket sur cette pelouse. Et puis on s'est mis à pratiquer un petit peu avec des petits moyens, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'équipement ni rien. Puis au bout d'un an, on s'est inscrit au championnat, à la Ligue, et je me souviens très bien que premier match de championnat ici contre Aymet, une équipe toute anglaise, ça a tourné au désastre. Donc j'ai pris l'annuaire et j'ai feuilleté tous les villages autour de Damazan, voir si je tombais sur des noms anglais. Et j'en ai trouvé 3 ou 4, qui étaient des gens déjà âgés, mais qui avaient la pratique quand même, qui avaient la technique. Et donc ils sont venus, ils nous ont rejoints, et puis ça a été tout de suite beaucoup mieux. Et on a gagné le premier match à Castelnau de Médoc. Puis on a bénéficié de la venue des 2 frères Singh, du sous-continent indien, qui nous ont beaucoup apporté. Et puis nous avons reçu ici, c'était encore ici, une équipe galloise qui s'appelait Bronwith, du côté de Cardiff, qui était restée tout un week-end. Et puis une autre équipe de Cowden, du côté du Kent, au sud-est de Londres, qui sont venus pendant 15 ans, tous les ans, au mois de septembre. Et donc on jouait encore ici, là, tant qu'on a pu jouer. Et on avait reçu aussi l'équipe de la BBC, qui se trouvait là, et qui m'avait interviewé au milieu du terrain. Et ça, c'était à partir de 89 jusqu'en 1995-96. Et il fallait cohabiter avec le football, et les crampons faisaient quand même des dommages à la pelouse, et nous, il nous faut une surface parfaitement plane pour qu'il y ait un bon rebond de balle. Et donc on était obligé de mettre un tapis chaque fois, puis l'enlever, c'était tout un cirque. Donc j'avais été voir à plusieurs reprises monsieur Descon, qui était le maire de l'époque. Il a monté un dossier financier et a été aménagé en 96, donc le terrain du Moulineau, de l'autre côté du lac. Le cricket continue encore son aventure au village, à quelques pas de là. J'y vais parfois les voir, j'aime bien leur feeling. Et voilà, ainsi s'achèvent mes aventures au XXe siècle. Beaucoup prédisaient alors un déclin inexorable. Je commençais, il est vrai, à avoir des rides et des courbatures sur la piste, le terrain, la tribune, la main courante, enfin partout. Mais vous savez, j'ai mes fans et de la ressource. J'ai subi quelques liftings pour présenter meilleure mine au public, mais je garde toujours ce je ne sais quoi des vieux sites. Ni vétuste, ni moderne. Finalement, c'est ce qui fait ma personnalité. On s'adapte à moi, et pas le contraire. C'est bien ce qui caractérise mes 2 locataires,
les footeux et les coureurs, l'adaptation. Pour le vélo, il y a eu l'école de piste d'André Marron, une belle initiative locale pour retrouver un peu de l'esprit des pionniers, mais qui, faute de bénévoles, fut éphémère. Quant au comité cycliste 47, déjà bien implanté sur la piste depuis longtemps, il a trouvé un parfait équilibre entre formation des jeunes, stage de préparation des clubs et événements dont les 6 jours de Damazan. Beaucoup d'entraînements en amont des 6 jours. On fait venir nos plus jeunes coureurs dès les catégories de 13 ans. On a une grosse flotte de vélos qu'on continue à entretenir de 35 vélos qu'on prête à l'ensemble des clubs, à l'ensemble des coureurs en local, mais ça s'ouvre un petit peu plus vite. Et on joue à fond sur vraiment la qualité du site. Donc la qualité du site, c'est déjà le confluent entre le Lot et la Garonne qui fait que l'hiver, on se mouille quasiment jamais. Donc ça c'est vraiment un super bon point. On a l'autoroute qui est juste à côté, 1h10 de Bordeaux, 1h20 de Toulouse. On est vraiment au cœur du sud-ouest. Et on a gardé un certain savoir-faire qui fait que ici, nos plus jeunes coureurs apprennent à courir, ils apprennent les automatismes, ils apprennent à se placer, ils travaillent un petit peu le physique. Et du coup, on a aussi ceux qu'on a formés sur les précédentes années qui soit sont encore sur le vélo et viennent encore s'amuser ici, ou qui amènent après derrière les jeunes de leur club. Les 2 dernières années, les plus forts pelotons au départ des 6 jours de Damazan, c'est la catégorie master, donc c'est les coureurs de plus de 40 ans. Vous voyez, c'est vraiment c'est ouvert vraiment à tout le monde. Où ils amènent des jeunes, voilà, c'est vraiment un outil indispensable pour nous. Ben voilà, ça fonctionne. On est dans la lignée des champions qui sont venus avant, les Copies, Michard, voilà, Montes. Enfin, il y en a eu voilà un grand paquet. Et puis après, un petit peu moins récent, on a nos coureurs locaux qui ont fait leur classe ici. Moi, j'en fais partie, mais il y a aussi Pierrick Fédrigo, Anthony Langella. Et puis on voit que ça marche parce qu'aujourd'hui, clairement, on a des coureurs qui ont débuté la piste ici, là sur les dernières années, comme Timmy Gillion, qui est le démarreur en titre de l'équipe de France de vitesse. On a Elena Ilangela qui est coureur pro, Mélanie Dupin, championne du monde sur piste. On a plusieurs titres de championne de France, Samuel Serre. On a plus d'une vingtaine de coureurs sur les dernières années qui ont appris le cyclisme ici, et pas que le cyclisme sur piste, le cyclisme sur route. Donc oui, on est, enfin, c'est assez particulier. Je pense que ça n'existe pas ailleurs en France, une situation, voilà, avec ce vélodrome-là qu'on fait vivre. On sait la chance qu'on a et on l'utilise à fond, quoi. Mais je pense par exemple à Léa Langella qui a gagné ses premières Coupes de France, qui est encore toute jeune, qui a 16 ans, mais qui est promis à un grand avenir, et qui il y a encore 4-5 ans faisait le tour du vélodrome sur son petit vélo pendant que ses frères étaient eux sur la piste en train de courir. Et c'est des choses voilà que on le voit arriver fréquemment. Alors c'est des souvenirs, et puis on voit que ces petits jeunes qui étaient hauts comme 3 pommes il y a 5-6 ans maintenant sont en train de s'accomplir dans le vélo, et voilà, ça c'est génial. Le club de foot, pour s'adapter, suit l'adage « L'union fait la force ». Le SUB, en 2013, à l'âge de 60 ans, fusionne avec le club voisin d'Aiguillon pour de nouvelles aventures dont je fais partie, et pas qu'un peu. Le confluent 47 a choisi des jonquilles comme symbole en référence au bouquet de fleurs remis lors de mes courses. Un clin d'œil et une attention particulière des dirigeants à mon égard que j'apprécie tellement. J'aime bien ceux qui pensent à moi. Revenons écouter quelques témoins de la fin du SUD et de la fusion. On est en moins de 17 et se pose le sujet du maintien des seniors, puisque l'effectif était assez limité, et je me souviens, notre coach de l'époque, la personne de David Carrère, n'était pas tellement pour. On a validé ce démarrage en senior, où on était donc pour la plupart surclassés de 2 ans, et a démarré l'aventure avec les anciens du coup, et où on a pu
continuer notre formation. On avait un football rugueux et d'ailleurs quand on a démarré, on passait plus de temps à sauter par-dessus les joueurs qui nous taclaient plutôt qu'à dribbler. Ça a été un football qu'on connaissait pas encore et qu'on a su connaître. Exactement. Quelques mots sur les seniors, bien sûr, sur l'équipe phare. Nous étions parvenus à composer jusqu'à 3 équipes. Alors des équipes assez hétéroclites, avec des niveaux différents, mais nous n'avons jamais eu de prétention d'aller au-delà du niveau première division départementale pour 2 raisons, parce que techniquement on n'était pas peut-être les meilleurs footballeurs possibles, ensuite financièrement, et puis aller au niveau dessus, c'était la ligue, donc c'était les départements voisins. Et nous on préférait les derbies. Parfois un petit peu viril, mais toujours correct, bien entendu. Alors moi, mon arrivée au club, elle s'est faite sur la dernière année du SQD. J'avais déjà fait une année, donc j'étais jeune. Voilà, que j'ai retrouvé pour certains dans l'équipe que je rejoignais. On avait une très 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 belle équipe. Je pense que jusqu'au dernier moment, on n'était pas loin de pouvoir monter en régional déjà. Donc c'était, on va dire, une belle passerelle pour ce qui allait suivre justement. On avait déjà créé un beau socle, on va dire, pour la suite. Et donc après, année de la fusion, où les Aiguillonnais, dont je fais partie, nous ont rejoint dans le club et le début d'une nouvelle aventure du Confluent 47. Confluent Football 47, qui est né en 2013. De part déjà un gros travail fait en 2009 avec l'école de football, puisqu'on a intégré le Sporting Club Aiguillonnais dans le cadre d'un groupement dans lequel nous faisions également une entente depuis 2002 avec l'Union Sportive pour Sainte-Marie-Feu-Garol. Donc nous sommes réellement un club qui s'assoit sur une formation d'un groupe de territoire. Et j'ai été au tout début de l'attente entre Damazan et Aiguillon. C'était 2 belle équipe de district, mais à une époque, Jean-Michel Sartori avec d'autres personnes ont eu ce projet d'essayer d'allier justement 2 équipes de district pour pourquoi pas aller chercher la région. Donc c'était en 2013 et du coup, voilà, on faisait partie du projet. C'était pas mal de temps à se mettre en place, mais au bout de quelques années, on a enfin réussi à monter en région, ce qui était une première pour la ville d'Aiguillon en tout cas. Après, du point de vue du Vélodrome, ça a toujours été un stade assez à part. Automatiquement, quand on a une histoire, on ressent les choses par rapport au monument. Et vraiment, voilà, le Vélodrome de Damazan, il dégage vraiment quelque chose d'assez particulier. Et puis surtout, il est assez grand et vaste. C'est pour ça que peut-être le plus grand souvenir que j'ai vécu ici, c'est la première année en région. Et on tombe contre une très grosse équipe de Bayonne. Mais voir un Vélodrome vraiment plein. Contre Bayonne, 4e tour de Coupe de France, où on monte de district en R4, et que là on voit vraiment que le niveau, il y a une sacrée différence, quoi. C'est vrai que le stade Vélodrome, ça reste mythique. On est d'une équipe de région, et puis ce qui a suivi les années, c'est que du bonheur, parce que on monte en R3, on joue les premiers tableaux en R3, et automatiquement le fait de retrouver une équipe qui joue à un bon niveau à la maison, sont venus renforcer avec d'autres personnes. C'est ce qui a donné vraiment une équipe très très compacte et c'est ce qui a fait qu'on est monté jusqu'en R2. C'est fou, ouais, c'est 3 saisons en R2, ouais, ça. Et c'est fou de se dire que voilà, tout on est parti de PD1. Faut dire qu'au début on part de PD1 parce qu'on était la première année en D1, on est descendu et on a fait PD1, D1, R4, R3, R2. Franchement c'est juste ouf. Ouais, sur 5 ans. Ouais. Donc c'est assez fou. Donc voilà, c'est vraiment le match phare. C'est vraiment Bayonne. Donc depuis cette nouvelle étape de notre construction, nous avons eu de cesse de continuer notre travail de formation mais aussi de consolidation. Et nous avons œuvré également à se réinventer à travers les différentes situations que nous avons connues, bonnes ou moins bonnes. Et surtout à former l'encadrement pour permettre à notre jeunesse d'évoluer sereinement dans leur vie, pas seulement sportive mais d'homme. Donc il faut remercier les dirigeants qui ont contribué à cette création. Donc un des piliers, c'est Jean-Michel Sartori,
et donc toute l'équipe qui a suivi, qui est encore actuellement à hockey et à l'œuvre de cette grande et belle réalisation qui est notre club. Le Vélodrome, un site historique qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut aussi préserver pour qu'il dure encore de très belles années. Guillaume a raison. Préservez-moi car je suis beaucoup de vous. Et sachez que désormais, je n'ai jamais vu ici autant de sportifs venir s'initier, jouer et rivaliser. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je rayonne. C'est le moment de nous quitter. Alors je reviens à ma place, celle du terrain local, du vélodrome qui accueille ballons et vélos, comme dit le poète, celle d'un site particulier, très spécial, mythique, comme vous dites si bien. Moi, simplement, je vous dis, mesdames et messieurs, à votre service.